Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Habari. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission de la rentrée. Une rentrée marquée par de nombreux événements sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Et on ouvre ce magazine avec un événement qui a ému le monde entier, le décès de la reine Elisabeth II le 8 septembre dernier. Une femme qui a dédié sa vie au service de la monarchie. La reine Elisabeth II est sans conteste la monarque la plus célèbre de la planète. Elle est décédée à l'âge de 96 ans, après un règne qui a vu le Royaume-Uni se transformer profondément, mais pour lequel elle est toujours restée un socle de stabilité. Je vous propose son portrait avec les principaux événements qui ont jalonné sa longue vie. Pour une majorité de Britanniques, c'est le seul monarque qu'ils aient jamais connu. Et pour le reste du monde, un visage immédiatement reconnaissable. Chef d'État de 15 royaumes, Elisabeth II a eu le plus long règne de l'histoire du Royaume-Uni. Son décès marque la fin d'une ère qui aura aussi vu l'influence britannique décroître dans le monde. Son règne et son influence ne seront sans doute jamais égalés par aucun monarque, et n'ont peut-être jamais égalé ceux de personne dans le passé. Elle est celle qui a servi le plus longtemps, qui a régné le plus longtemps, le monarque le plus âgé de l'histoire. C'est quelqu'un qui laissera, à mon avis, un héritage pour de très nombreuses années. Née le 21 avril 1926, Elisabeth n'était pas destinée à devenir reine. Mais l'abdication de son oncle, en 1936, propulse son père George VI sur le trône. À la mort de George VI en 1952, elle hérite de la couronne à seulement 25 ans. Son couronnement l'année suivante est le premier événement retransmis en direct à la télévision dans plusieurs pays. Elle a clairement dit dès le début qu'elle irait jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, qu'elle n'abdiquerait sous aucun prétexte et que toute sa vie serait dévouée à son devoir. Je pense qu'elle a hérité ce sens du devoir de son père, qui a sauvé la monarchie après l'abdication d'Édouard VIII. Bien que toujours politiquement impartiale, Elisabeth II a été l'oreille de tous les premiers ministres britanniques depuis Winston Churchill. Le contenu de leurs audiences hebdomadaires au palais de Buckingham est l'un des secrets les mieux gardés. En cette décennie, la souveraine a aussi rencontré de nombreux chefs d'État étrangers. De Charles de Gaulle à Donald Trump en passant par Nelson Mandela, elle incarne la stabilité dans un siècle marqué par de profonds bouleversements. Chaque décennie où elle a été sur le trône a été marquée par des changements massifs. Il y a eu des changements sociaux, des guerres, des récessions, des crises financières, la crise du Covid. De toutes ces choses, elle a été la seule constante. Réputée distante avec ses 4 enfants, la lenteur de sa réaction après la mort de la princesse Diana porte un coup à sa popularité. Plus récemment, le scandale entourant son fils Andrew, qui a évité un procès pour agression sexuelle grâce à un accord à l'amiable, et les accusations de racisme dans la famille royale par le prince Harry et son épouse Meghan sont des coups durs supplémentaires. Mais elle reste fidèle à son devoir de monarque, soucieuse avant tout de préserver l'institution. La reine, tout au long de son règne, a été très stoïque. Elle a toujours tenu parce qu'elle comprenait que sa position n'était pas de faire des mouvements brusques, mais d'être une présence plus constante et d'écouter. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle faisait très bien dès le début de son règne. Elle écoutait et elle apprenait. Après la mort de son époux Philippe en 2021, elle continue d'assurer certains engagements royaux, mais passe progressivement la main à son fils Charles. En 2022, elle fête 70 ans de règne, devenant le premier monarque britannique à atteindre le jubilé de platine. Des célébrations au parfum de changement d'époque dont elle est largement absente. Elle lègue à Charles un royaume très différent de celui dont elle avait pris la tête, à un moment où son unité est fragilisée par les conséquences du Brexit. Mais avec une succession assurée pour 3 générations, Elisabeth a rempli le principal de ses devoirs, garantir la continuité de la monarchie britannique. Toujours
en Grande-Bretagne. Je vous propose maintenant un portrait de Liz Truss. Elle est la nouvelle dame de fer du gouvernement britannique. Liz Truss a été élue par les conservateurs britanniques pour devenir première ministre et succéder à Boris Johnson. Volontiers comparée à Margaret Thatcher, l'ex-ministre des Affaires étrangères s'est imposée sur un programme promettant des baisses d'impôts face à la crise économique qui secoue le pays. C'est parti. Plus direct et moins modéré que son rival Rishi Sunak, Liz Truss a su séduire la base des électeurs conservateurs avec un discours sans détour et une promesse de campagne, baisser les impôts dès son arrivée au pouvoir. Je ferai campagne comme une conservatrice et je gouvernerai comme une conservatrice. Je peux diriger, je peux prendre des décisions difficiles et je peux faire avancer les choses. Je suis prête à être première ministre dès le premier jour. Élevée en partie à Leeds, au sein d'une famille de gauche, Liz Truss fait ses débuts en politique chez les centristes du Parti libéral-démocrate, où elle se fait remarquer par un discours anti-monarchiste, avant de rejoindre quelques années plus tard le Parti conservateur. Son ancien camarade de l'université d'Oxford, Mark Littlewood, se souvient d'elle comme d'une personnalité forte qui n'avait déjà pas peur de s'affirmer. Elle a toujours eu un franc-parler, elle a toujours été une perturbatrice. On ne doutait jamais à l'université de sa position exacte sur chaque sujet et de son opinion sur de nombreuses personnes. Et ça n'a pas vraiment changé au cours de sa carrière parlementaire. Bien sûr, à l'époque, elle était membre des libéraux-démocrates, mais je ne pense pas que cela ait beaucoup changé non plus. Il faut vraiment comprendre Elizabeth Truss comme une sorte de libérale du libre marché. Élue députée en 2010, elle entre dans le gouvernement de David Cameron 2 ans plus tard et enchaîne les postes ministériels. En 2016, elle fait campagne pour rester dans l'Union européenne, mais change rapidement son fusil d'épaule après le résultat du référendum. Ministre du Commerce extérieur puis des Affaires étrangères sous Boris Johnson, elle est en première ligne des négociations post-Brexit, où elle se positionne en dame de fer de la diplomatie britannique. Elle est considérée comme ayant l'avantage de pouvoir changer d'avis, de faire preuve de flexibilité. Cela peut donc être considéré comme une force ou une faiblesse selon le côté où l'on se trouve. Je pense que pour de nombreux membres conservateurs, elle leur rappelle un peu Madame Thatcher. Et je pense que ces forces incluent cette flexibilité. Mais d'autres pourraient voir cette capacité à changer comme le signe qu'il est difficile de prédire où sa politique va aboutir. Plusieurs dossiers brûlants l'attendent sur la table, à commencer par la crise du coût de la vie qui explose au Royaume-Uni alors que les grèves se multiplient dans tous les secteurs. Sa gestion de ces questions sera sans aucun doute décisive pour l'avenir des conservateurs au pouvoir. Dans un tout autre registre, direction la Suède maintenant. La Suède arrive dans le haut du classement des pays avec le plus fort taux d'homicide par arme à feu en Europe. La guerre des gangs, on connaissait le phénomène aux États-Unis, mais dans ce pays, en ce moment, la criminalité et les violences par arme à feu dominent la vie politique pour endiguer le phénomène. Dernier meurtre en date, le 19 août, où une fusillade a éclaté dans l'un des plus grands centres commerciaux de Suède. Un homme a été tué et une passante blessée. L'homme décédé était une figure importante d'un gang. Le criminel, lui, était un jeune homme qui n'a que 15 ans. Ce type d'événement n'étonne plus vraiment en Suède, car depuis le mois de janvier, la police a recensé une quarantaine de morts par balle et plus de 250 fusillades dans le royaume scandinave. Regardez. Dans cet appartement de Stockholm, le visage d'un jeune homme hante les murs. Voici mon fils Marley. Quand il avait 19 ans, il s'est fait tirer dans la tête alors qu'il était assis dans une voiture avec un ami. En mars 2015, le lycéen est abattu à bout portant avec une arme automatique. Sa mère, Marita, ne connaît toujours pas le coupable. L'affaire a été classée après 10 mois d'enquête. J'avais toujours cru que la Suède, ou tout du moins le quartier de Farsta où j'habitais, était sûr, que c'était un endroit sûr. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec notre société et je ne sais pas comment on a perdu le contrôle sur certaines zones, mais c'est le cas.
Depuis le 1er janvier, 253 fusillades ont eu lieu en Suède, faisant 47 morts. Connu pour sa quiétude, le pays scandinave est en fait celui en Europe où la progression d'homicides par arme à feu est la plus importante ces 10 dernières années. Un phénomène que le quartier de Rinkeby, dans la banlieue nord de Stockholm, a la triste réputation d'illustrer. Dans la pizzeria juste derrière nous, un homme a été abattu par un jeune de 16 ans qui a fait irruption masqué et qui lui a tiré dans le dos à bout portant. Et là, 100 mètres plus haut, à gauche, un jeune de 19 ans a été tué par balle dans une cage d'escalier. Ici, on voit toutes sortes de blessures, des gens qui ont été blessés à l'AK-47, qui ont été poignardés avec d'énormes plaies, des vraies blessures de guerre. Au commissariat, les équipes affichent comme des trophées les photos des armes à feu saisies ces derniers mois. Il y a de tout ici, de vieux pistolets allemands Luger, des Kalachnikov, même des grenades comme vous pouvez le voir. Et puis des armes plus récentes, des Glock, des armes d'Europe de l'Est, des pistolets. C'est une vraie armurerie, on trouve de tout. On ne voyait jamais ces armes quand je suis arrivée ici en tant qu'officier en 2006. Et puis, à partir de 2012, ont commencé à apparaître ces armes venues d'autres pays avec des explosifs, des grenades. C'est une pandémie dans toute la Suède. Même les petites villes ont ce problème. Dans le sud, à Malmö, ils ont aussi beaucoup de problèmes liés à la criminalité des gangs. Bien sûr que cela a augmenté. C'est fou. Dans tout le pays, fusillades et règlements de compte secouent régulièrement l'actualité, conséquence d'une guerre des gangs pour contrôler le trafic d'armes et de drogue. La criminalité arrive désormais en tête des préoccupations dans les élections suédoises. L'extrême droite pointe du doigt les jeunes issus de l'immigration. Le gouvernement social-démocrate en campagne insiste sur des problèmes d'intégration et de ségrégation. Si un nombre important de personnes vit dans des zones où le taux de chômage est élevé, alors bien entendu, le risque est plus important que certaines de ces personnes soient recrutées par des gangs. Pour Jacob Freiman, gangster repenti, la criminalité en Suède n'a pas seulement pris de l'ampleur, elle a aussi changé de nature. Je suis d'une ancienne génération. Évidemment, nous avions aussi des armes. On avait des armes chez nous, mais ce n'était pas souvent que l'on devait tirer sur quelqu'un. Le plus souvent, on tirait dans les jambes. Aujourd'hui, on encourage à tirer dans la tête. Jacob est désormais à la tête d'une association qui aide les anciens criminels à s'en sortir. Ici, ce sont nos membres, des gens qui viennent ici pour changer de vie. C'est très important lorsque l'on sort de prison pour ne pas retomber dans de mauvaises habitudes. On a pour habitude de dire qu'en aidant les autres, on s'aide soi-même. Pour endiguer le problème, le gouvernement promet des condamnations plus lourdes, notamment contre ceux qui enrôlent les jeunes membres des gangs. Des milliers de nouveaux policiers doivent aussi être recrutés dans le pays. Mais les autorités en appellent également à l'Europe et au contrôle des frontières. Leur crainte, que la guerre en Ukraine ne vienne nourrir encore plus l'arrivée d'armes illégales sur le territoire suédois. À Barry le Mag, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'émission continue dans un instant avec l'entrevue, un entretien dédié aux femmes dans l'entrepreneuriat. Alors pour en parler aujourd'hui, nous recevons Amy Kwame. Elle a pour passion les médias et les femmes. En 2011, elle a créé le premier magazine online, Ayana. Elle est ivoirienne et elle vient nous présenter son événement annuel, les Superwomen, à découvrir dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue dans À Barry, l'entrevue, une émission dédiée aujourd'hui aux femmes, à l'entrepreneuriat et à l'épanouissement personnel et professionnel. Alors pour en parler, nous recevons Amy Kwame. Elle vient de Côte d'Ivoire. Amy Kwame, bonjour et bienvenue dans À Barry. Merci, bonjour. Alors vous venez aujourd'hui nous parler de votre webzine Ayana que vous avez monté il y a une dizaine d'années, en 2011. Oui. Et puis s'en est ensuivi un trophée des femmes, oui, où il n'y a pas de prix, mais où vous mettez à l'honneur les femmes et leur entrepreneuriat
Donc ça s'appelle Superwoman et la nouvelle édition aura lieu pour la première fois en France le 24 septembre aux Galeries Lafayette, avec en partenariat d'ailleurs les Galeries Lafayette. Comment vous avez eu cette idée de mettre à l'honneur les femmes ? Alors c'était le besoin de Alors c'était le besoin de montrer des femmes, des modèles qui pouvaient nous inspirer. Concrètement, on se retrouve en tant que jeune femme, des fois perdue, ou avoir des modèles qui ne sont pas forcément liés à notre réalité. Donc on a une Michelle Obama qui est une femme hyper inspirante, mais qui n'est pas forcément dans notre quotidien, qui n'a pas forcément nos challenges. Et trouver des femmes qui ont des parcours inspirants, c'était très important déjà pour moi, en tant que jeune femme de la vingtaine à l'époque, et aussi aujourd'hui, toujours pour ces jeunes filles qui ont besoin de s'inspirer en fait de parcours. Parce que vous pensez qu'en Afrique, les femmes manquent de modèles ? Alors oui, je ne dirais pas que les femmes manquent de modèles, il y a toujours un modèle autour de nous, mais de manière générale, surtout en tant que plateforme média, ce qui était important pour nos valeurs, c'était de pouvoir les rendre encore plus visibles, parce que la visibilité des femmes n'est pas forcément, on va dire, au point encore chez nous, et la représentativité aussi. Donc montrer au fur et à mesure des années des parcours qui sont intéressants, qui sont challengeants, c'était pour nous un défi pour pouvoir justement inspirer cette jeunesse qui a besoin de se refléter dans des histoires qui transmettent des valeurs. Alors, je vous propose de regarder le spot que vous avez fait de la dernière édition, qui a eu lieu en mars dernier en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour avoir un petit peu une idée de qui sont ces femmes. Regardez. Merci. C'est une superwoman, fondatrice Ayana, qui est le premier média féminin d'Afrique de l'Ouest. Elle est ambassadrice de l'innovation ivoirienne, initiatrice de l'événement qui nous réunit. Permettez-moi de chaleureusement accueillir Ami Kwame. Le pouvoir de changer, c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Et au-delà de parler, de raconter des histoires, nous avons le pouvoir d'agir et de changer positivement notre société. Cette 10e édition, donc, veut ouvrir les discussions sur le sujet et agir dans ce sens. Agir en présentant des actions qui font bouger les lignes. Agir en étant solidaire de causes qui donnent l'opportunité à d'autres femmes d'y arriver. Agir en donnant la visibilité à des femmes qui, au-delà de leur activité, font profiter à d'autres de leur expérience et de leur talent. On voit que c'est un événement organisé avec beaucoup de sérieux, avoir le contact avec les gens et puis nos petites ventes aussi qu'on effectue. Pour une première participation, je pense que là, je suis satisfaite. Je faisais partie des premières Superwoman à la première édition. Donc c'est un réel plaisir pour moi d'être encore là et de voir justement la magnifique évolution et le travail de mademoiselle Kwame. C'est extraordinaire de voir que les hommes se sont déplacés. On a eu des directeurs généraux d'entreprises, on a eu des entrepreneurs et c'est vraiment impressionnant. Ça veut dire que Ayana parle. C'est un message qui parle aux femmes mais également qui parle aux hommes. Et au fil des éditions, on voit vraiment la touche de professionnalisme qui s'ajoute, la qualité des panélistes et même l'engouement des personnes à venir participer. Je siégeais au Sofitel et je payais une tasse de café parce que c'est tout ce que je pouvais payer. Ça coûtait 1500 à l'époque et la tasse de café, je la buvais de 8h à 18h. Et moi, je le dis très honnêtement, je le dis souvent à de jeunes sœurs, n'ayez pas peur d'avoir peur. La peur, c'est un peu comme pour moi le carrefour. Nous connaissons tous la symbolique du carrefour dans nos cultures africaines. Ça représente une multitude de choix. Le carrefour, donc, peut être une bénédiction, mais il peut devenir une malédiction à partir du moment où on n'est plus capable de pouvoir choisir la route et où on stagne et on tourne en rond. Je discutais avec ma meilleure amie et elle m'a dit « Tu sais quoi ? Beaucoup de femmes vivent tout le temps. Rentrer dans une salle ou dans une assemblée et puis avoir que des costumes cravates, et ben toi tu vas vivre la chose dans l'autre sens. Et je peux vous assurer que c'est assez stressant. J'ai la chance d'avoir un comité de direction à 70% de femmes, de la rigueur, de la détermination, de l'authenticité, de la créativité. Elles ont toutes un peu tout ça. Et si la société que j'ai le plaisir, l'honneur de diriger a les performances qu'elle a, et ben c'est
notamment grâce à elles, parce qu'elles sont un concentré en fait de toutes ces capacités. Je suis très heureuse de participer à cette 10e édition de Ayana Superwoman. Je trouve que c'est un très bon concept parce que je crois au partage et je pense qu'il est important qu'entre femmes on puisse se réunir pour se motiver les unes les autres, partager des expériences, partager des parcours. Qu'on aura besoin de peut-être la salle des 4000 places au Palais de la Culture pour la prochaine édition, parce que même là, cette année, il y a eu beaucoup de monde qui avait besoin de beaucoup plus de places. Donc j'espère vraiment qu'on soit beaucoup plus accompagnés, je dirais. C'est vraiment des occasions de pouvoir justement partager des expériences, s'inspirer, avoir des modèles dans une société où de moins en moins on a de modèles. Et je sais que cette initiative-là va grandir. Ayana ne va pas s'arrêter là et va transcender les frontières de la Côte d'Ivoire. C'était une expérience inoubliable, surtout que c'est une confiance qui a été placée en moi. C'était des femmes d'influence, de qualité, qui impactent et c'était un honneur pour moi. J'ai aussi énormément appris des différents panels parce que c'est vrai que je suis présentatrice, mais derrière j'étais aussi dans l'audience pendant les panels. J'ai beaucoup appris et je pense que c'est des vœux de pérennité surtout. C'est la première fois que je participe à une telle édition. Je ne savais pas que ça existait, mais je suis ravie. J'ai même appelé ma soeur tout à l'heure. Je lui ai dit j'aurais dû venir avec toi parce que ce que je suis en train de vivre est vraiment exceptionnel. Et je pense que je dis à toutes ces femmes de venir. Je ne sais pas par quels moyens elles vont être informées, mais c'est à ne plus rater. Moi, en tout cas, je ne raterai plus. Je vais guetter et puis à chaque fois qu'il y a l'édition, je viendrai. Il faut qu'en plus de la bonne communication, vous travaillez en réalité pour pouvoir donner de bons produits aux gens. Moi, comme ça, chez Aliwax, on est passé par plusieurs étapes. Il y avait l'étape de la petite qui cousait ses sacs avec aucune formation, qui cousait ses sacs sans vraiment avoir de bonne finition. On nous a critiqué et on a travaillé pour aller encore en hauteur. Travailler en plus de la communication que vous faites. Merci. C'était à la hauteur de mes attentes honnêtes. Je ne m'attendais vraiment pas à une soirée aussi agréable où tout le monde sympathise, il y a de l'harmonie, de la joie, tout ça. C'était vraiment top. Et je suis heureuse de ma nomination. J'espère vraiment remporter le prix de Superwoman 2022. Alors grâce à cette vidéo, on voit que c'est un petit peu comme des TEDx en fait. Les femmes viennent témoigner de leur expérience. Comment vous trouvez ces femmes? Comment vous faites le casting? Alors il y a plusieurs types de schémas. On a les premières qui sont des premières qui ont été recommandées. Ensuite, on regarde aussi dans l'année des femmes dont on a vu le parcours, des activités. Et aussi, on cherche autour de nous des personnes qu'on ne connaît pas, qui ont des parcours différents, qui ne sont pas forcément visibles. On a vu une neurochirurgienne par exemple, une DJ, etc. Vraiment, l'idée c'est vraiment de la recommandation. Et aussi notre plateforme, Ayana, on demande à notre communauté de recommander et de nous suggérer, de nominer des superwoman. Et en fonction, justement, on fait le choix. Alors quel est le but de cet événement finalement? C'est de trouver des sponsors, de trouver des investisseurs pour que ces femmes puissent développer leur entreprise? Le but de cet événement, premièrement, c'est déjà de pouvoir inspirer les femmes. La deuxième chose, c'est de pouvoir créer des synergies et donc faire du business. Donc il y a des entrepreneurs qui peuvent présenter leurs produits et services, donc échanger. Et effectivement aussi avoir du mentorat. Donc il y a des jeunes femmes qui sont mentorées par des plus expérimentées à travers des projets qu'elles vont pitcher avec le jour de l'événement. Alors là, ça fait 10 ans que cet événement existe. Est-ce qu'il y a des parcours aujourd'hui de réussite grâce à cet événement dont vous pouvez nous parler? Alors, je ne pourrais pas dire grâce à cet événement, mais je suis quand même fière. Je le dis, mais après, c'est la chance, je ne sais pas. Mais je suis contente de voir des femmes qui sont passées par cet événement, qui encore vont plus loin. Je parle de Marie-Josée Talou, qui est une championne athlétique, en fait, qui est passée sur Superwoman. On a une Madame Mariam Daogabala, qui est une femme très inspirante, qui aussi, aujourd'hui, est encore plus... qui a dirigé, justement, pendant un moment la FIF en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est des femmes qui dépassent les limites
Et voilà, je ne dirais pas que c'est par cet événement, mais je suis quand même fière de voir qu'elles sont passées par Superwoman et qu'elles ont raconté leur parcours et qu'elles vont encore plus loin. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance du réseau en Côte d'Ivoire, par exemple? Le réseau, il est, je dirais pas déterminant, mais il est très important dans le parcours d'une personne, d'une femme, d'un homme. Mais moi, je vais me focaliser sur la femme. Il est très important parce que déjà, il crée ses capacités à se challenger, clairement. Parler avec quelqu'un qu'on connaît, qui peut nous bousculer par rapport à ce qu'on a envie de faire dans notre carrière, c'est important. Mais aussi, ça permet d'ouvrir des portes comme chez tout le monde. Et en Côte d'Ivoire, c'est très, très important de pouvoir avoir un réseau, développer un réseau et participer à ce genre d'événement est une opportunité justement pour développer son réseau. Vous diriez qu'on est plus sur un modèle américain ou plutôt européen? Modèle européen, je veux dire, où on réussit beaucoup par le réseau, malheureusement, quelque part, et ou le réseau américain, c'est-à-dire on réussit plus au mérite et au travail. Comment vous définiriez le marché aujourd'hui de l'entrepreneuriat? Alors, je dirais qu'on réussit par les deux. Honnêtement, je ne sais pas, le modèle ivoirien, c'est son travail. Pour nous, en tout cas, en Côte d'Ivoire, ça fait partie de nos valeurs, union, discipline, travail. Le travail fait partie de la réussite de base. Et ensuite, bien sûr, moi, je dis que les gens ne se font pas seuls. Le réseau peut vraiment aider à se dépasser. Alors, l'idée de cet événement aussi, c'est de la mise en réseau. Et alors, cette année, vous allez donc faire une nouvelle édition pour la première fois en France. Je le disais, aux Galeries Lafayette le 24 septembre. Et l'idée, vous disiez, c'est de créer des ponts entre la diaspora en France, et l'Afrique. Alors, comment vous allez vous y prendre pour développer ça? Parce qu'il y a un vrai manque aujourd'hui, on le sait. Alors, donc... La France, c'est notre deuxième communauté sur Ayana. Et on a eu des demandes depuis plusieurs années de la communauté en France de pouvoir organiser ce genre d'événement. Déjà pour rester connecté. C'est pour ça que le thème, c'est la connexion. Rester connecté au pays, on va dire, à notre continent. Mais aussi pouvoir voir comment il est possible de faire des affaires en Côte d'Ivoire. Donc, comment on va créer ça? On a cet événement-là qui va permettre de pouvoir se retrouver. On sera près de 200 personnes qui vont se retrouver sur place. On a des femmes qui ont des carrières très intéressantes vers lesquelles justement les participantes peuvent aller pour échanger. Et on a un cocktail où on va développer justement tout le networking pour que les gens puissent échanger, carte de visite, etc. pour justement pouvoir parler des affaires qu'elles peuvent faire entre Abidjan et Paris. Et bien sûr, il y a un panel que je vais animer qui est un panel qui étend son business en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est de montrer comment on peut développer son business en Côte d'Ivoire, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il y a à faire ou pas à faire quand on s'installe en Côte d'Ivoire. Est-ce que le digital, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, prend une grande place ou on n'y est pas encore? Ah, totalement. Totalement. Aujourd'hui, il a bousculé les barrières, surtout chez nous. On a une marge de progression, justement, de développement de business, de petites activités ou de grandes activités entrepreneuriales, parce qu'on a le digital, les réseaux sociaux qui permettent, avec 0 franc, comme on dit, de pouvoir se lancer. Donc oui, le digital, aujourd'hui, c'est, on va dire, la base. Vous avez été une précurseuse du digital parce que vous avez fait votre webzine il y a déjà 11 ans. Maintenant, on était en 2011. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée à l'époque de faire un magazine online? Alors, moi, je dis tout le temps, c'est la chance. Parce que le manque d'argent aussi. C'est pas un petit peu votre carrière à Canal+, un peu Oui, ma carrière à Canal+, je l'ai eue après le lancement. Mais j'ai commencé justement, c'est ma carrière, c'est le fait de lancer le média sur le digital et de réussir à le faire vivre au maximum qui m'a fait me spécialiser dans le digital et travailler justement pour Canal+. Sinon, concrètement, on avait envie de faire un magazine papier, mais on n'avait pas eu les financements. Et on avait le digital, c'était plus simple. On avait les ressources, j'avais les ressources et les contacts avec qui j'avais déjà travaillé, qui ont en fait travaillé ensemble en synergie, et on a développé ce média en ligne naturellement. Pour nous, c'était soit on le fait en papier, mais ça va nous revenir très cher. Et j'étais en début de carrière, comme je disais, donc c'était quand même en termes de budget compliqué d'investir dans du papier, de l'impression, etc. Soit on le faisait en ligne, et il continuait à vivre. Et justement, ça nous a permis d'arriver jusqu'ici. Comment est prise aujourd'hui une femme d'entreprise qui réussit? On l'empêche? On la met en avant? Comment elle est captée? Non, on ne l'empêche pas. Franchement,
là je vais parler de mon expérience, mais je n'ai pas de data, mais de manière générale, on n'empêche pas les femmes de carrière d'avancer. Après, ça dépend des secteurs d'activité. Moi, je travaille dans le média, dans la communication, donc c'est plus simple pour nous, puisque c'est un métier chez nous qui est principalement féminin, où il y a plein de femmes. Mais dans certains secteurs d'activité, ça peut être un peu compliqué pour des femmes de s'imposer. Donc, comme dans tout ce qui est mécanique, aviation, etc. Donc ça, c'est pas forcément évident. Mais justement, on arrive à changer les choses, à bousculer les choses. Et avec ce genre d'activité, ce genre d'événement, à montrer que c'est possible de changer, en fait. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement parisien ? J'attends de cet événement parisien en premier que la communauté soit contente que Ayana arrive à Paris déjà, s'ils sont satisfaits. J'attends aussi de présenter Ayana comme ce média africain, francophone, qui a la capacité de faire le pont entre justement le continent et la France pour travailler avec des marques qui ont besoin justement de visibilité sur le continent, mais aussi vers une communauté de la diaspora qui est basée en France. Ami Kwame, merci d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite beaucoup de chance pour les Superwomen et on souhaite surtout de la chance aux Superwomen. Merci beaucoup, Isaac. Et voilà, à Paris, l'entrevue s'est terminée pour aujourd'hui. Bonne suite de programme sur Télé Sud.